chef de service d'urologie B au CHU Ibn Rushd de Rabat. C'est un ancien président. Ibn Sina de Rabat, je m'excuse. Ancien président de l'association marocaine d'urologie et membre de plusieurs associations d'urologie, tant françaises, européennes qu'internationales. Et à l'heure actuelle, il exerce dans le secteur libéral de Rabat. Et sans trop tarder, je cède la parole au professeur Moutris. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Mes chers amis, c'est avec beaucoup de plaisir que j'ai accepté de venir pour participer à ce deuxième congrès. Pourquoi? Parce que je suis convaincu que la place du médecin généraliste est indétrônable. Parce qu'il est le pilier de la médecine. Et la grande question qui se pose actuellement au Maroc, quelle santé pour demain? Et on ne peut pas envisager une politique de santé future sans définir la place que doit maintenir le médecin généraliste. Et c'est pour cela que je vous encourage à continuer à vous ouvrir sur toutes les spécialités pour pouvoir avancer. Vous ne pourrez pas gérer votre malade si vous ignorez ce qu'il faut faire ou ce qui doit se faire ou quelles sont les dernières données. Le comité m'a demandé de vous entretenir sur les dysfonctions érectives. Eh bien, c'est un sujet qui m'a passionné pendant assez longtemps, d'autant plus que j'ai eu je ne sais pas s'il faut dire la chance, mais disons l'opportunité de participer au lancement de quelques inhibiteurs de la pédioxine. Avant quand même d'aller dans le vif du sujet clinique, il est bon de rappeler la définition de la dysfonction érectile. Bien sûr, c'est l'incapacité d'avoir une érection qui dure et qui permet la satisfaction, non pas seulement pour l'homme en question, mais aussi pour la partenaire. Et j'ai insisté et j'ai souligné les deux partenaires parce que si je ne donne pas satisfaction à mon partenaire, pour elle, je serai traité comme un sous-homme. Et ma foi, ce problème est la source de beaucoup de souffrances au sein du couple et surtout pour l'homme, parce qu'il se sent diminué. Et quand on voit l'évolution des idées en matière de sexualité, on est passé d'une phase sexiste où l'homme machiste se prenait pour Apollon et que pour lui, la puissance entre guillemets sexuelle passe par l'érection et l'éjaculation. Et il le fait dans l'ignorance pratiquement totale du désir sexuel et du plaisir sexuel de sa partenaire. Heureusement, les choses ont évolué. Et c'est pour ça qu'il y a actuellement une approche féministe qu'on peut mettre entre guillemets. À quoi elle tient? Elle tient à l'accès plus facile à l'information, je ne vais pas citer tous les moyens, à la libération de la femme, et le tout permet à la femme de mieux exprimer son désaccord, dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, son désir sexuel et son désir de satisfaction sexuelle. Et malheureusement, si on a affaire à une absence ou à un mauvais dialogue, une mauvaise communication au sein du couple, l'homme peut se complexer. Soit qu'il va se sentir tout petit, soit qu'il va dire il faut que je bataille pour assurer le plus de performance. Et l'une des raisons pour lesquelles certains malades viennent donc vous consulter, c'est la demande de performance. Ils veulent faire encore plus. Alors, il est bon quand même de rappeler dans notre contexte socio-culturel marocain comment était perçue l'activité sexuelle. Comme vous voyez, c'est un monde obscur où les tabous prédominent, où le non-dit est là. Il n'y a pas d'éducation sexuelle, il n'y a pas de dialogue, ou peu de communication au sein du couple lui-même. Et l'homme, quand il viendra vous voir, il va utiliser un langage imagé. Il ne va pas venir vous dire, docteur, hier je n'ai pas pu. On va vous dire, Fiel Bourouda, je ne me sens pas bien, je ne sens pas mes organes.
النفس ديالي ماشي هي هذيك. Donc il y a tout ce langage imagé que nous devons comprendre et décoder. Et en plus de cela, qu'est-ce qu'il fait pour s'exciter un petit peu? C'est le recours à l'érotisme, soit par le biais de la chanson, l'Aïfa, soit par la lecture, genre le jardin enchanté. Et croyez-moi, moi qui suis de Marrakech, je voyais, à commencer par moi-même, tout le monde se précipitait sur la plage Al-Fna pour acheter un rod de la Ater. Pourquoi? C'est le Kama Sutra, tout simplement, de la littérature arabe en matière de sexualité. Alors, dans la compréhension traditionnelle, on se pose des questions toujours métaphysiques sur l'impuissance sexuelle telle qu'il faut bannir parce que ça diminue de la qualité virile de l'homme. On commence par évoquer les causes surnaturelles, le mauvais sol, le maléfice, le mauvais œil, etc. On parle du refroidissement. Je n'ai jamais su quelle est la définition qu'il faut donner à l'expression refroidissement. Je n'ai jamais compris. Et quand on ne trouve rien, je vous dis que j'accepte la fatalité. Et dans la panoplie des traitements populaires, il est bon quand même de rappeler tout ce que vous voyez depuis le frais, la chouafa, le khor, l'amulette et l'arbre marabout. On va en pèlerinage dans une grotte sacrée ou dans un arbre marabout pour qu'on accroche un chiffon ou un cadenas pour se débarrasser de ce maléfice. Et là, ce sont les restes des pratiques païennes que le Maroc a connues et qui restent bien ancrées dans la mémoire populaire. Bien sûr, contre le refroidissement que je n'ai pas su définir, il y a les repariges, il y a les recettes explosives, qui de vous n'a pas été à jamais il a proposé un verre de ras hanout, du majoun, etc. C'est bon d'en parler parce que même à l'ère actuelle où la pharmacie permet d'avoir des traitements efficaces, les gens continuent à consommer toutes ces plantes. Il ne faut pas croire, ils continuent à consommer. Et bien sûr, quand on n'arrive pas à s'en sortir, on dit c'est l'octobre, c'est la résiliation. Alors, avant d'attaquer la clinique, il est bon de rappeler une date dans l'histoire du traitement des dysfonctions érectives. Cette date, c'est 1996 et 18, année au cours de laquelle le sildenafil a été mis sur le marché. Et il faut dire qu'avant le sildenafil, tout le monde était démuni, médecins et malades. Mais depuis l'avènement du sildenafil, le premier traitement oral de la dysfonction érectile, l'espoir de guérison a fait qu'on parle plus, le médecin a un outil de traitement à donner à son malade, et le malade devient confiant, il se dit je vais guérir, je vais en parler au médecin. Bien sûr, il est important aussi de se rendre compte qu'il y a eu différents essais. L'un des essais, je ne parle pas des prothèses, les premières utilisations pharmacologiques pour traiter la dysfonction érectile, ça a été Virag, un neurologue parisien qui s'est injecté la papaverine sur lui-même et qui a eu une érection, et du coup il a développé, il a été le premier à avoir développé les injections intracaverneuses avec la papaverine. Seulement la papaverine conduisait à beaucoup de cas de priapisme. Et le priapisme est une urgence urologique, ça pose des problèmes. Et en fait, l'année la plus importante, c'est 1998, quand le sildenafil a été mis sur le marché, vu que c'est un traitement oral. Alors, avant d'aller plus loin, il est bon de rappeler sur le plan anatomique que la verge est constituée de 3 éléments, le corps spongieux avec le gland et les 2 corps caverneux. Alors, les 3 corps sont les organes érectiles. Et les 2 corps caverneux jouent le rôle d'organes d'érection plus que le corps spongieux. Le corps spongieux, surtout par le biais du gland, intervient juste dans le jouissance.
Alors, il est bon quand même de connaître la structure de ces corps caverneux. On va voir tout à l'heure sur une plaque. Ce sont des organes bien innervés et constitués par un ensemble de vaisseaux, comme une éponge. Il faut imaginer une éponge avec des lacs sanguins qui communiquent entre eux. Et ce qui est important, et c'est ce qui va nous expliquer tout ce qui va venir, les cloisons de tous ces lacs sont constituées par des cellules endothéliales et par des cellules fibres musculaires lisses. Et vous allez voir quel est le rôle et des cellules endothéliales et des cellules musculaires, les fibres musculaires lisses. Et c'est là où va agir, entre autres, le sildenafil et les autres. Alors, là-dessus, vous voyez que cette coupe, c'est une coupe anatomique, les deux corps caverneux, et là, le corps spongieux qui reçoit l'urètre. Et bien sûr, la vascularisation est très riche. Alors, si on va à l'érection, et on commence par le stade 5, le premier stade, c'est la flacidité. Alors, au repos, la verge est molle. Le pénis est mou. Pourquoi? Parce que ces lacs sanguins sont vides. Ils ne sont pas entièrement vides, mais il n'y a pas de pression de sang. Pourquoi? Parce qu'il y a une vasoconstriction des fibres musculaires qui sont au niveau des corps caverneux, et cette vasoconstriction est due à la sécrétion de noradrénaline à partir du système neurovégétatif sympathique. Donc, si vous voulez, c'est le robinet qui arrête le sang d'arriver. Et quand on passe au stade d'érection, il faut bien sûr un stimulus sexuel. Sans stimulus sexuel, il n'y a pas d'érection. Alors là, il y a la relaxation des fibres musculaires lisses et des corps érectiles sous l'effet de l'acétylcholine et du monoxyde d'azote. L'acétylcholine vient des terminaisons parasympathiques et le monoxyde d'azote vient des cellules endothéliales. Et vous savez qu'actuellement, on est en train de développer toute une théorie autour du rôle de la cellule endothéliale là où elle se trouve, au point où on commence à parler de la maladie de la cellule endothéliale. Et on cherche à faire, comment dirais-je, pousser le médecin à chercher la dysfonction érectile systématiquement parce qu'elle peut être un symptôme de la maladie dite endothéliale. Alors, on revient à l'érection. L'action, on va voir quelles sont les substances qui interviennent. La relaxation des fibres musculaires fait qu'il y a une dilatation aussi des artères, des corps caverneux et spongieux. Et du coup, il y a une aspiration de sang et il y a un afflux de sang très important. C'est le remplissage rapide des sinus. Et c'est la réduction du drainage veineux par la compression. Il y a beaucoup de sang qui arrive et les veines sont comprimées, donc le retour veineux est réduit. Et bien sûr, la tubescence, et en fin de compte, la rigidité, c'est la pleine érection. Alors, à la fin de l'érection, il y a la tubescence. Pourquoi? Parce que la vasodilatation disparaît. Pourquoi? Parce qu'il y a une enzyme, la phosphodiestérase, qui va agir sur les substances myorelaxantes. Et du coup, les fibres musculaires lisses, les lacs artériels et les sinus du corps spongieux vont se contracter et le sang va être vidé, les veines s'ouvrent et le sang fouquant, et c'est la verge molle. Et nous allons voir que le sildenafil et les autres inhibiteurs de la thiorésie vont agir sur les phosphodiestérases pour les empêcher d'arrêter la vasodilatation. Alors, sur le plan physiopathologique, il est bon quand même de se rappeler que l'érection, c'est un phénomène vasculaire sous le contrôle neurologique, psychique et hormonal, et que la DE, la dysfonction érectile, peut survenir en cas d'altération des structures tissulaires et vasculaires, en cas d'atteinte neurologique, une atteinte hormonale ou une atteinte psychologique, depuis la simple anxiété jusqu'à la dépression et jusqu'à l'atteinte psychotique.
et que dans beaucoup de situations, l'ADE est souvent multifactorielle. S'il y a une composante organique, il y a toujours une composante psychologique. Alors, si vous voulez, on va dresser rapidement la liste de tous les facteurs et causes de la dysfonction érectile. Le premier risque, mademoiselle, vous pouvez reculer s'il vous plaît. Alors, parmi les causes, il y a l'âge. L'âge est un facteur constant et indépendant. En d'autres termes, plus on avance en âge, plus le risque de faire une dysfonction érectile est présent. La deuxième cause, et vous le savez plus que moi, c'est le diabète. Et vous voyez que chez les malades diabétiques, la prévalence peut passer de 20 à 75%. C'est dire que c'est important. Ensuite, il y a la maladie vasculaire. Et dans la maladie vasculaire, on inclut bien sûr l'hypertension artérielle, l'artériosclérose, les cardiopathies et tous les problèmes de dyslipémie. Vous avez ensuite les troubles psychologiques, la simple angoisse, la dépression, la recherche de performance. Vous avez beaucoup de jeunes qui viennent pour chercher la solution pour la performance. Le fantasme et la fixation sur la taille de la verge. C'est fou ce qu'il y a comme jeunes qui viennent consulter pour ça. Et bien sûr la dépression nerveuse avec son traitement. Les troubles mictionnels, quand on ne pisse pas bien et on se réveille 2, 3, 4 fois pour uriner la nuit, on n'a pas envie d'avoir une relation intime. Les interactions médicamenteuses. Nous allons voir que le bêta-bloquant, par exemple, la corticothérapie, sont source d'insuffisance érectile. Les habitudes toxiques, le tabac, l'alcool, le cannabis et les drogues dures. Et vous savez, surtout dans le Nord, la consommation de drogues dures ne fait que progresser. Et vous devez en voir aussi les dégâts que cause le cannabis chez les jeunes, c'est effroyable. Alors, quand on va passer au diagnostic, il est important, la phase du début, à savoir l'écoute est fondamentale. Parce qu'il faut bien écouter son patient qui vient se confier à vous et vous parler de sa souffrance. Il faut savoir le rassurer et dédramatiser. Il faut noter ses doléances. Est-ce qu'il est vraiment avec une dysfonction érectile effective ou c'est tout simplement une anxiété de performance? Il est important d'analyser l'histoire sexuelle du patient. Est-ce qu'il a des érections nocturnes et matinales? Quel est le rythme de son activité? Est-ce qu'il a des érections après la stimulation? C'est très important. Aussi, vous en avez besoin pour caractériser la dysfonction érectile. Caractériser le début, est-ce qu'il est brutal ou progressif, l'ancienneté, l'évolution, la sévérité, les circonstances de survenue, c'est très important. Parce qu'au changement de la partenaire, ça peut très bien ne pas marcher. La nuit de noces, ça peut très bien ne pas marcher. Et il est important de s'intéresser à cette dimension-là. Il faut aussi chercher les autres troubles sexuels. Entre autres, les troubles du désir. S'il n'a pas envie, comment voulez-vous qu'il ait une érection s'il n'y a pas de désir sexuel? Et cette situation, vous la vivrez chez les malades qui sont soignés, par exemple, pour un cancer de prostate et qui reçoivent le traitement hormonal. Vous savez que dans le cancer de la prostate, on donne les agonistes de la LHRH pour bloquer la sécrétion de l'hypophyse. Du coup, ils perdent totalement le libido. Ils n'expriment plus aucun besoin. Et ce n'est qu'à l'arrêt du traitement qu'ils voient leur libido réapparaître et qu'ils deviennent demandeurs d'activité sexuelle. Parfois, il y a les douleurs génitales. Il y a aussi les troubles de l'éjaculation. C'est très fréquent. Et c'est très fréquent parce que si, peut-être pour
3 ou 4% de cas, il y a des éjaculations tardives, tous les autres patients vont consulter parce qu'ils ont au contraire une éjaculation trop rapide. Et souvent les malades se plaignent de cela, ils vous disent « mes organes sont de glace ». Souvent, ce sont des déprimés et ça permet de les citer. Toujours dans la recherche des causes et des facteurs favorisants, j'ai fait marche arrière, je crois. Alors, on a dit il y a l'âge, il faut fouiller les antécédents, parce que l'explication de l'insuffisance érectile peut être due à l'histoire de ce malade. Si c'est quelqu'un qui a été opéré de sa prostate, il a eu une prostatectomie pour cancer de prostate, c'est normal qu'il y ait des ennuis d'érection, parce que parmi les problèmes de la chirurgie radicale de la prostate, et après prostatectomie, c'est la dysfonction érectile. Il faut absolument chercher est-ce qu'il n'a pas eu de radiothérapie pelvienne, parce que la radiothérapie pelvienne, elle aussi, est source de dysfonction érectile. Il faut voir est-ce qu'il n'a pas de traumatisme. Les fractures du bassin peuvent être aussi source de dysfonction érectile. Et ma foi, les traumatismes médulaires, bien sûr. Et je n'ai pas besoin de vous rappeler qu'il faut vérifier est-ce qu'il n'a pas de diabète. Bien sûr, les maladies cardiovasculaires, hypertension et cardiopathie, et comme ça a été dit bien avant moi, il faut vérifier quel est son statut pondéral. Alors, c'est pas fini. Ce sont souvent des jeunes ou des moins jeunes qui sont stressés, qui sont angoissés. Et il faut absolument comprendre ce qui se passe et pourquoi ils le sont. Il faut s'acquérir aussi des habitudes toxiques. Et parfois, si vous ne posez pas la question, on ne vous en parle pas. Il faut aller vers les questions pour savoir. Bien sûr, sur le plan neurologique, il y a l'une des grandes pourvoyeuses de la dysfonction érectile, c'est la sclérose en plaques. Quand le malade a des problèmes mictionnels, il peut avoir une dysfonction érectile. Alors, dans les maladies endocriniennes, il y a l'hypogonadisme, il y a les dysthyroïdies, que ce soit l'hyper ou l'hypothyroïdie. Et il y a l'exceptionnel adénome apoplexien, on va en parler tout à l'heure. Il ne faut pas oublier aussi que les maladies chroniques, telles que l'insuffisance rénale et hépatique, sont pourvoyeuses d'insuffisance érectile. Il y a les troubles du sommeil. L'insomnie et l'apnée du sommeil perturbent l'économie du patient et peuvent être à l'origine de ce trouble. Il faut chercher aussi, vous m'excusez, je n'arrive pas. Il faut chercher aussi la dépression et le traitement de la dépression. Les antidépresseurs sont aussi source d'insuffisance érectile. Et bien sûr, sur le plan social, il est important de voir quelle est la relation qui existe au sein du couple. Parce que s'il y a une mésentente au sein du couple, ça ne marchera pas. Nous passons à l'étape de l'examen. L'examen a quand même un certain but. Le but, c'est d'asseoir le diagnostic de DE, c'est d'apprécier la sévérité, c'est d'avoir une orientation étiologique, c'est savoir si le patient doit être adressé à un spécialiste selon ce qu'on va constater, s'il a besoin du cardiologue, s'il a besoin d'un psycho, etc. Et ça permet d'orienter vers un traitement adéquat. Alors, lors de cet examen clinique, bien sûr, il faut s'intéresser à l'embonpoint,
quelqu'un qui a un syndrome métabolique avec un gros ventre comme moi a toutes les chances d'avoir des problèmes de dysfonction érectile. Il faut, lors de l'examen, s'intéresser au caractère sexuel secondaire. Palper les seins, parce que s'il y a une gynécomastie chez quelqu'un qui vient se plaindre de dysfonction érectile, il faut penser à l'adénome aprolactine. Et ça va être l'une des rares situations où le dosage de prolactine va être justifié. L'examen de la verge et des testicules, bien sûr. Vous m'excusez, je ne sais pas manipuler. L'examen de la verge et des testicules, bien sûr l'examen général, l'examen cardiovasculaire et tout le reste. Le bilan biologique est le plus simple du monde. C'est la numération formule, c'est la glycémie et l'hémoglobine glycée, c'est le profil lipidique, la fonction hépatique avec un point d'interrogation si on a des doutes, la fonction rénale, l'analyse d'urine, et comme nous nous adressons souvent à des hommes adultes, il faut le PSA pour ne pas ignorer une maladie de la prostate. La testostérone et la prolactine, j'ai mis un point d'interrogation. S'il n'y a pas d'élément qui justifie, vous n'avez pas besoin de le faire. Pour la testostérone, il y a deux questions. Est-ce qu'il a le désir sexuel? Est-ce qu'il a des érections matinales et nocturnes? Quand ces deux éléments sont présents, vous n'avez pas besoin de doser la testostérone. Ça veut dire que sur le plan hormonal, il a ce qu'il faut. Pour la prolactine, c'est la dysfonction érectile, l'existence de gynécomastie, parfois de sécrétion mamelonnaire quand vous appuyez. Il faut penser à l'adénoprolactine et faire le bilan ou confier le malade à un spécialiste. Alors, le traitement. Le traitement, il faut une prise en charge initiale. Dans cette prise en charge initiale, il faut évaluer la demande du patient. Qu'est-ce qu'il veut? Il faut aussi l'informer sur sa physiologie de l'érection, sur le mécanisme des pannes sexuelles, sur l'influence négative de l'anxiété et pourquoi pas sur la sexualité de la femme. Il y a aussi les conseils hygiéno-diététiques. Tout à l'heure, le professeur Hector en a parlé sur l'alimentation, l'activité physique et combattre les mauvaises habitudes toxiques. Il est important de respecter le traitement des maladies en cours, depuis le diabète, l'hypertension, la cardiopathie, le cancer de la prostate et la dépression, parce qu'on n'a pas le droit d'y toucher. Il faut que les spécialistes interviennent pour ne pas déséquilibrer le malade. Alors il faut, comme j'ai marqué ici, se méfier des interactions médicamenteuses qui peuvent gêner l'érection, les bêta-bloquants, les antidépresseurs, les antipsychotiques. Il ne faut pas y toucher, il faut demander l'avis du spécialiste. Et bien sûr, dans la mesure où le patient accepte, lui proposer la cure de désintoxication. Alors, sur le plan médical, nous, médecins, nous disposons de quoi? Nous disposons des stimulants généraux. Avant, il y avait de l'Ioambine qui était utilisé et qui était un vasodilatateur mineur, mais qui est abandonné parce que les résultats n'ont jamais été probants. Et nous avons la chance actuellement de disposer d'un traitement oral à base d'inhibiteurs de l'enzyme phosphodiesterase de type 5. Pourquoi? Pourquoi? Parce que, je ne sais pas si vous savez comment le sildenafil a été découvert. Initialement, il était utilisé pour chercher la vasodilatation des coronaires. Ça n'a rien donné pour les coronaires. Et quand on a demandé aux patients de ramener ce qu'il restait comme médicament, j'ai dit non, on préfère les garder. Pourquoi? Ben voilà, ça améliore notre vie sexuelle. C'est comme ça que c'est parti. On s'est rendu compte que ça ne foutait rien sur les coronaires, mais ça agissait très bien sur les corps électriques. Nous disposons de 3 molécules, le sildenafil, le vardenafil et le tadalafil. Le premier de la série, ça a été le sildenafil, mis sur le marché en 1998. À côté de ce traitement oral, il y a des solutions intra-urétrales. Au lieu de prendre le comprimé, on met une goutte ou une pastille à l'intérieur du méa dans l'urètre. L'autre moyen, c'est l'injection intracaverneuse. Et nous allons voir tout à l'heure quelles sont les indications des injections intracaverneuses. Ensuite, nous disposons des vacuums. C'est des pompes à vide qui permettent d'obtenir une érection. Nous verrons ça tout à l'heure.
Vous avez ensuite les prothèses. Quand tout ça ne marche pas, on est obligé de mettre des prothèses. Et je vous assure que c'est la dernière solution à laquelle il faut avoir recours. Et enfin, la chirurgie vasculaire est abandonnée parce qu'elle n'a rien donné. Alors, si on revient aux inhibiteurs de la PDE5, comment ils agissent? Il faut d'abord la stimulation sexuelle. Ils entraînent la relaxation des fibres musculaires des corps érectiles et l'afflux du sang massif, c'est ce qui va donner l'érection. Le mode d'administration est oral, de préférence loin des repas. Le délai d'action pour le sildenafil, 20 minutes à 1 heure, le vardenafil, 20 minutes à 1 heure, le tadalafil, 1 heure. La durée d'action est variable. Pour le sildenafil, moyenne 4 heures, le vardenafil, 6, et pour le tadalafil, classiquement, on parle de temps de 6 heures. Les doses disponibles, pour le sildenafil, il y a le 25, 50 et 100 mg, le vardenafil 10 et 20 mg. Pour le dotafil, il y a 2 dosages. On avait lancé au premier le 20 mg, et depuis 2-3 ans, on a lancé le 5 mg. 5 mg parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a une amélioration du débit urinaire, c'est-à-dire les malades prostatiques qui prennent du tadalafil voient leur lixion améliorée. Et au lieu de les laisser avec une dose très élevée de 20 mg, un jour sur 2, le laboratoire propose une dose de 5 mg tous les jours. De parlerons tout à l'heure de l'autre. Alors souvent, pour l'HBP, pour l'adénome de prostate, on peut associer un alpha-bloquant au tadalafil quand il y a une dysfonction érectile. La dose à prescrire, et je trouve que c'est très important, je pense que nous ne devons pas écouter les recommandations des laboratoires, mais nous devons écouter les doléances du malade. Et la dose doit être adaptée à la demande du malade. Et comme je l'ai marqué, parfois on a recours à des demi-doses pour lever le blocage psychologique. Mais ces inhibiteurs de la PDE5 ont des effets secondaires qui ne tiennent pas à la molécule elle-même utilisée, mais qui tiennent au fait que le médicament va agir sur tous les types de phosphodiesterase qu'il y a. On parle de phosphodiesterase 5 parce qu'elle est spécifique au corps caverneux. Mais il y a une laboratoire à la 4 et bien sûr d'autres, et toutes les autres phosphodiesterase sont réparties un peu dans l'organisme. C'est pour ça que les malades ont des bouffées de chaleur parce qu'il y a une vasodilatation, ils ont des céphalées parce qu'il y a l'action sur la phosphodiesterase cérébrale, ils ont des palpitations parce que ça agit sur le cœur, ils ont des myalgies essentiellement au niveau du dos parce qu'il y a une action sur les phosphodiestérases musculaires. Bien sûr, je suis un petit peu rapide, il y a la contre-indication des inhibiteurs de la PDE5. La contre-indication, c'est que quand le malade prend des médicaments nitrés et tous les dérivés nitrés. Pourquoi? Parce que l'action des deux peut entraîner un collapsus mortel. Donc c'est à éviter. Et quand vous avez un malade qui est cardiaque sous traitement, par courtoisie, par responsabilité, demandez l'avis à son cardiologue. Par téléphone, moi je le fais devant le malade, il va vouloir tirer le téléphone et je téléphone. Ça met le malade en confiance et c'est très important. Là, c'est le traitement intra-urétral. Vous voyez qu'on place dans l'urètre soit des gouttes, soit une petite pastille qui se dissout, mais malheureusement, ça n'a pas donné des résultats permanents, les résultats sont inconstants. Il y a énormément de douleur au niveau de la verge et c'est pratiquement abandonné. Là, c'est le vacuum. Le vacuum marche beaucoup aux États-Unis. En Europe, ça ne marche pas. Au Maroc, il y a quelques malades qui acceptent. Premièrement, ça coûte cher dans les 6 000 dirhams. Et deuxièmement, ils trouvent que c'est désagréable de mettre la verge dans un tube, de pomper,
de mettre l'anneau pour bloquer l'érection. Et une fois qu'il a terminé, il faut qu'il enlève l'anneau. Il faut qu'il l'enlève parce que s'il le laisse, il y a des risques de nécrose, il y a des risques de douleur. Il y a toujours la rétention du sperme. Il faut qu'il enlève l'anneau pour que le sperme s'écoule et parfois il y a des petites douleurs. Je m'excuse si je fais un peu de porno, ne m'en voulez pas. Les injections intracaverneuses. Le principe utilisé, c'est une prostaglandine. Les dosages, c'est 5, 10 et 20 microgrammes. Les délais d'action, c'est 20 minutes. Et les injections doivent toujours être faites sur la face latérale de la verge. Jamais en haut, parce qu'il y a les vaisseaux. Il faut latéralement pour piquer. Il faut que l'aiguille soit introduite à fond pour que l'injection soit vraiment intracaverneuse. Il faut aussi changer de place. Il ne faut pas injecter toujours du même côté. Et après l'injection, il faut masser pour éviter l'hématome. La durée d'action, le délai, c'est 20 minutes. 20 minutes. Alors, les complications, c'est le priapisme qui reste une urgence urologique, c'est l'hématome, c'est la sensation de brûlure, c'est parfois le vertige et parfois des nodules au niveau des points d'injection. Alors c'est pour cela que l'injection test doit être faite au cabinet par le médecin. Médecin qui doit aussi assurer la formation du malade ou de sa partenaire pour leur apprendre comment piquer. Et il ne faut pas le laisser se piquer tout le temps. Il faut lui permettre de s'auto-piquer 1, 2, 3 fois par semaine, pas plus, parce que sinon il s'expose à des problèmes d'ordre locaux. Là, ce sont les prothèses. Soit les prothèses malléables, comme on veut, soit les prothèses gonflables. Mais la chirurgie, si elle est simple, les suites peuvent être compliquées, d'infection, de douleur, de migration des prothèses, de changement des pièces partielles au total de la prothèse. Et une prothèse pénienne, c'est 5 ans. Au bout de 5 ans, il faut changer tout le bazar. Alors les indications. Le traitement de première intention, beaucoup de psychologie, beaucoup de psychothérapie, les inhibiteurs de la PD-5 et on peut utiliser aussi les stimulants généraux. Un point très important pour moi, il faut commencer toujours par donner des petites doses qui peuvent suffire et à la demande vous augmentez ou vous restez avec la petite dose. Il faut adapter le rythme de prise à la demande du patient. Et il ne faut pas le suivre dans ses fantasmes. Il faut toujours chercher à le ramener à la raison. Alors quand les inhibiteurs de la PD-5 ne marchent pas, on passe aux injections intracaverneuses. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la démonstration doit être faite par le médecin. Il faut assurer la formation du malade. Et quand vraiment tout ça échoue, on va vers les prothèses. Et c'est le dernier lot. Alors, quelques situations particulières. Chez le jeune, beaucoup de psychothérapie et le minimum d'inhibiteurs de la PD-5. Dans l'éjaculation précoce, et mon Dieu, il y en a beaucoup. Parfois, on donne les antidépresseurs. Les laboratoires poussent à la prise quotidienne. Moi, je suis contre. Ce que je dis à mes malades, 2-3 heures avant l'acte sexuel, qu'ils prennent 2 comprimés d'un seul coup d'un antidépresseur. Ça suffit pour lui faire passer la phase du rapport et on s'arrête là. On s'aide aussi par les anesthésiants locaux sur le gland. On s'aide aussi par la pose de condom, le préservatif, soit un, soit parfois on les double. Et bien sûr, on peut aider l'érection avec les inhibiteurs de la PD-5. Beaucoup de demandes pour l'admignos. Un bon comprimé suffit souvent. Dans le cancer de la prostate sous hormonothérapie, l'hormonothérapie utilisée pour soigner le cancer baisse la libido, parfois la rend même nulle. On peut essayer les inhibiteurs de la PD-5, mais je vous assure, ça ne donne pas grand-chose. Et si vraiment le malade est demandeur, on passe aux injections. Mais comme il n'a pas de désir,
il vous dit, bon, on verra après, à l'arrêt du traitement. Dans la prostatectomie radicale, le malade à qui on a enlevé sa prostate pour cancer, les inhibiteurs de la PDE5, peu d'effet, directement les injections intracaverneuses. C'est avec ça qu'on arrive à leur permettre d'avoir une vie intime. Dans la radiothérapie, la même chose. Et dans l'hypogonadisme, bien sûr, la testostérone et un peu de PDE5. En conclusion, je dirais qu'il faut absolument le dialogue, il faut tenir compte de la dimension affective, il faut respecter les doléances, il faut, et c'est là la nouvelle recommandation, dans le cadre de la maladie endothéliale, il faut poser la question, parce que maintenant, est-ce qu'il y a une dysfonction érectile ou pas? Premièrement, on a un traitement, et deuxièmement, ça permet d'être le signe avant-coureur de la future maladie. Et je conclurai en disant que si l'amour n'a pas d'âge, la sexualité est un don divin qu'il faut consommer avec raison. Je vous remercie. Merci, professeur Tressa, pour cet exposé qui est clair et net. Donc, avant tout, je dis que la dysfonction érectile est un problème de santé qu'il faut prendre bien en charge parce qu'à lui seul peut dénicher une pathologie chronique telle que le diabète, la tension, voire même une néoplasie. Donc, il faut, sur le plan pratique, en médecine générale, bien poser la question au malade, parce qu'en général, le malade, surtout s'il est accompagné par quelqu'un de la famille, c'est à la fin de la consultation qu'il dit voilà, j'ai un problème de dysfonction érectile qui... Pardon, sur le plan pratique, quand je vois un monsieur entrer chez moi accompagné par sa femme, dans 95% des cas, il y a une dysfonction érectile derrière. En tout, il y a une dysfonction érectile. Il a des problèmes d'érection. On tourne autour du pot et il se proche pour dire oh, la peau, son hyposymétrique. Merci. Alors, s'il y a des questions dans la salle. Professeur Tressa, je voudrais vous demander, chez un patient diabétique qui consulte pour une dysfonction érectile et qui demande des inhibiteurs de la phosphodiesterase de type 5, quelles sont les précautions nécessaires à prendre chez lui avant de s'engager à cette prescription? Premièrement, chez le diabétique, on augmente la dose. On augmente la dose, pourquoi? Parce qu'il est mauvais répondeur. Et souvent, au lieu de commencer par le sildenafil 25, on essaie le 50, parfois d'emblée le 100. Les précautions qu'il faut prendre, ce sont les précautions chez tout malade. Si vous voulez, je prends la tranche au-dessus de 50 ans. Chez tout malade âgé, c'est le bilan général, c'est le bilan cardiovasculaire, c'est le bilan métabolique pour savoir où on va, c'est le PSA pour ne pas passer à côté d'un cancer de prostate. Il n'y a pas de, à mon sens, il n'y a pas de mesure exceptionnelle en dehors de ce que je viens de dire. Je voulais savoir si l'épreuve d'effort cardiovasculaire... Il a été là, 2 étages sans problème, c'est le meilleur test. Là, on va être très franche. C'est pour éliminer l'ischémie myocardique silencieuse. Non, alors silencieuse, si tu doutes, par précaution, par respect pour le malade et pour toi-même, demande l'avis cardiologique. Moi, je ne te cache pas, dès que je vois que le malade n'est pas bien pour moi, je l'envoie chez le cardiologue. Et je demande au cardiologue d'accorder ou de refuser l'autorisation pour les inhibiteurs de la PDE5. Et j'ai la paix. Le risque est beaucoup plus lorsqu'il est sous dérivé. S'il n'a pas de dérivé, c'est pour ça, la seule au début, quand le sildenafil est arrivé, on cherchait un tas de contre-indications. Et on a fini par comprendre
qu'en dehors de la consommation des médicaments dérivés nitrés, et attention, et l'accident coronaire récent. En dehors des deux situations, pas de problème. Et le meilleur test clinique, ce sont 2 étages. Vous doutez, vous faites faire un bilan par le cas d'une question. Par contre, les médicaments utilisés pour le traitement de l'hypertension artérielle dans les bêta-bloquants peuvent être à l'origine d'une aggravation de la situation. Donc il est bon de discuter avec le médecin. Et il y a une chose que je vous conseille de le faire, c'est de téléphoner au cardiologue du malade en sa présence. Parce que quand le malade va, que son médecin, on peut dire la vérité entre nous, quand le malade s'amène, souvent il est marginalisé parce qu'il vient pour un avis, il ne vient pas pour payer une invitation. Mais si vous, médecin, vous prenez le téléphone, voilà ce que j'ai trouvé, voilà ce que je pense, alors c'est ce que je vous assure que les malades sont pires. Une dernière question, si vous me permettez. Il y a la pause. Avant de poser ma question, petite remarque à propos des bêta-bloqueurs. Il y a les bêta-bloqueurs qu'on peut donner, ce sont des producteurs de Hello, d'Arvidilol. Ma question, la suivante, c'est que l'angiotensin 2 va augmenter la concentration du calcium au niveau cellulaire, ce qui va par une contraction, et diminuer l'érection. C'est ce qui a poussé certains experts à proposer un traitement par les ARA2 avant de initier le traitement par les ARA2 avant de prescrire les inhibiteurs de la phosphodistérase. Si vous voulez poser une question. En ce qui concerne l'érection précoce, je voudrais poser 2 questions. La première, en ce qui concerne l'érection précoce. Il y a un produit qui circule actuellement dans le marché marocain, un spray, le replay. Qu'est-ce que vous en pensez? No comment. Jusqu'à présent, les seuls produits qui ont fait l'objet d'études, comme on dit tout à l'heure, d'études scientifiques, ce sont les inhibiteurs de la PD5. Ça a été bien étudié, bien catalogué, on connaît les effets, on connaît les mécanismes. Peut-être ça va marcher. C'est pas un problème d'érection, c'est un problème déjà que vous avez. Je connais. Il n'y a pas de preuve d'études. Moi, je n'ai pas eu d'études. La preuve, la promotion n'est pas faite auprès des urologues. La deuxième question, s'il vous plaît, s'il y a un échec au début du traitement, il faut s'acharner à répéter, Oui. Je n'ai pas voulu entrer dans le détail parce que toutes ces molécules, c'est 80 à 85% d'efficacité. Aujourd'hui, je peux le prendre, ça va marcher. Demain, je le prends, je n'aurai pas d'érection. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter. Parfois, il faut augmenter la dose. Parfois, il faut continuer la prise pour remettre. Parce que le blocage psychologique est terrible. Continuer, parce qu'au congrès de sexologie, ils ont dit qu'il faut essayer 8 fois. C'est après la 8e fois, ça ne marche pas, il faut arrêter. S'il vous plaît, une dernière question pour le docteur Hallache. Depuis tout à l'heure, il demande la parole. Vous savez, en 2 mots, s'il vous plaît, Monsieur le Président, il n'y a pas de recette 1 plus 1 égale 2. Comme je l'ai dit, vous vous adaptez à votre malade. C'est très important. Mais ce qu'on cherche, nous, c'est votre expérience. Mon expérience, je demande aux malades à continuer à en prendre. Et jusqu'à présent, chez tous ces malades, je n'ai pas eu besoin d'aller aux injections intracaverneuses en dehors du cancer, de la piste opérée, de la radiothérapie, etc. On arrive à les manager parce qu'on joue sur le côté placebo efficace des stimulants, on combine. Hein? Et on joue sur la psychothérapie. Je vous remercie de l'intervention. Concernant le problème de congévopathie. La congévopathie, le problème du couple. Parce que vous avez il y a des spécialistes en sexologie. Vous orientez des gens chez des sexologues. Il n'y a pas que le produit pharmacologique qui marche.
Moi, je crois que le premier psychologue, c'est le médecin auquel le malade s'adresse. Quand il vient vous voir, ça veut dire qu'il vous fait confiance, il s'ouvre à vous. Et quand vous lui dites, je vais vous confier à quelqu'un d'autre, parfois il n'accepte pas facilement. Souvent, ces problèmes, il faut le traiter. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Moi, j'ai la chance d'avoir à côté de moi des collègues qui font beaucoup de psycho, je leur confie les malades. Pas seulement la psycho, les sexologues, ils ne sont pas des psychiatres. C'est pas le psychiatre pour... Nous sommes obligés de faire un peu de sexologie pour expliquer aux malades, pour les mettre en confiance. Et parfois, votre démarche, à vous seul, peut l'aider à s'en sortir. Bien sûr, si je n'y arrive pas, je le confie à quelqu'un qui a plus de temps pour ça. Merci, professeur Tressa, pour cet excellent exposé. J'espère vous revoir prochainement parmi nous.